Je suis Joanne Rousseau. Je suis la cofondatrice, présidente et aussi scénariste principale donc, du studio Spiders, qui est un studio de développement de jeux vidéo qui est basé à Paris et qui existe depuis 2008 maintenant. Mais je vais me présenter un peu plus avant, comme ça. Donc, moi, je vais vous parler effectivement de la manière dont on crée les mondes de jeux vidéo. En tout cas, dont moi, je crée ceux dont on se sert dans nos jeux. J'ai pas pu m'empêcher de faire un petit jeu de mots idiot dans le sous-titre parce que c'est effectivement deux notions qui sont importantes et je reviendrai dessus un peu plus tard, comme vous le verrez. Ça, c'est un concept art qui a été réalisé. Alors, nous, on n'utilise pas d'IA pour faire nos designs. Déjà parce qu'on respecte les artistes et que quand j'ai vu d'ailleurs, quand Domenico m'a montré les visuels qui ont été réalisés sur son monde cyberpunk, j'ai reconnu les artistes que l'IA a pillé assez horriblement d'ailleurs, et ça m'a évidemment un petit peu interloqué et embêté pour eux, en sachant que une des conséquences de ça, en fait, c'est que énormément d'artistes sont en train de retirer leurs œuvres d'Internet pour que les IA ne puissent plus s'en servir et que des groupes d'artistes sont en train de monter des class actions, donc d'essayer de traîner la société qui a créé ces IA en procès pour utilisation non légale de leurs œuvres. Je pense que ça va être une histoire sur le très très long terme et qu'on n'est pas prêt d'avoir le résultat en fait de leur class action, mais ça reste quelque chose d'important et d'intéressant. Donc c'est moi avec une perruque. Ça fait très longtemps que je travaille dans le jeu vidéo. J'ai pas commencé directement ni comme présidente ni même comme scénariste, puisque je suis rentrée dans le jeu vidéo comme graphiste pixel. Et donc j'ai travaillé au départ sur des jeux sur Game Boy Color, sur Game Boy tout court d'ailleurs, même le tout premier jeu sur lequel j'ai travaillé, puis sur Game Boy Advance, sur jeux mobiles, etc. Assez rapidement, je suis devenue game designer, project manager, c'est-à-dire que je gérais des équipes qui étaient des petites équipes à l'époque. Puis, donc, dans une autre société, j'ai commencé à encadrer des équipes un peu plus grandes sur PC. Puis enfin, donc en 2008, on a créé le studio Spiders avec des collègues avec qui j'avais travaillé dans la société précédente, Monte Cristo. Et dans le cadre de laquelle on avait déjà créé un univers et un jeu qui allait avec, évidemment, un RPG qui s'appelait Steel Rising, qui s'appelait Silverfall. Je mélange un peu tous les noms de jeux à force. Et on avait beaucoup aimé l'expérience en fait de cette création d'univers, de cette création de jeu ensemble. Et on a voulu continuer l'expérience. Et donc, on a créé Spiders dans ce cadre pour continuer à travailler ensemble, pour continuer à créer des univers originaux et pour continuer aussi à créer donc, ce genre de jeux-là, les RPG. Donc, RPG pour role-playing games, c'est des jeux de rôle qui sont dans des univers relativement variés. Depuis qu'on a créé Spiders, on a réalisé et sorti 7 jeux, en sachant que on a fait des jeux plutôt pour un jeune public. Notre premier jeu, c'était un jeu qui se passait dans un univers inspiré des contes de fées, très très mignon, avec un visuel qui faisait référence en fait à de l'illustration très traditionnelle, à l'aquarelle. Notre second jeu était beaucoup plus, on va dire, dans un univers classique de fantasy avec des orques et des gobelins, etc. Notre troisième jeu se passait sur Mars, et donc plutôt dans la SF évidemment. Donc voilà, on a changé d'univers. À chaque fois, on a créé des univers originaux, dont je suis souvent à l'origine, mais je ne travaille pas seule. Et donc notre avant-dernier jeu, Gridfall, je pense. Constantine, how are you feeling? I am lost. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. Reflections of my... The entire continent is paying today for the errors of our grandparents. Take a deep breath. It is said our people lived peacefully until the men appeared from the sea.
intent on making our lands their own. Get ready! Ahoy! The Renaigse. They take our people. They destroy our island. It is not peace that we want. It is that you leave us. Beast came out of the woods. Let's show them what gods are made of! The political and religious impact of these discoveries will be unprecedented. I thought you were different because you are an Anormanawi. But your heart is the heart of a Renaigse. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un jeu qu'on a sorti en 2019. Et donc, il se passe dans un univers de fantasy inspiré du XVIIe siècle. On a volontairement voulu s'éloigner de la fantasy de Tolkien. Notamment, on n'a pas d'elfes, on n'a pas de nains et d'autres races. Il n'y a que des êtres humains. Même s'il y a des créatures, par contre, qui, elles, sont très étranges et nourries de magie. Et que l'univers lui-même, bien qu'il ait des racines importantes dans l'histoire humaine, n'est pas évidemment un univers qui est complètement historique, puisque, outre même la présence de magie, on a pris de grandes libertés aussi pour créer cet univers. Mais je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Là, ce dont j'aimerais en fait vous parler spécifiquement dans cette conférence, c'est justement la manière dont on crée les univers. C'est-à-dire que faire un jeu vidéo, ça va mettre en œuvre énormément de métiers différents. On va avoir pour justement arriver à la vidéo que vous avez pu voir, qui n'est qu'un teaser, le teaser qui a été réalisé au moment de la sortie du jeu. Il y a évidemment énormément de métiers différents qu'on travaillait. On a effectivement travaillé dessus pendant 3 ans, à peu près, sur le temps de développement, dans lequel 3 ans dans lequel nous on a été immergés. Alors non seulement évidemment dans l'univers, mais aussi vraiment dans on va dire dans toutes les problématiques techniques qu'on peut avoir, dans toutes les galères qu'on peut avoir pendant un développement. Ça fait intervenir des métiers très variés, puisqu'on a des acteurs, on a qui vont faire les voix, qui vont faire la motion capture, on a des musiciens évidemment, on a un orchestre même qui a été enregistré, on a des programmeurs, donc tous ces métiers-là qui travaillent ensemble pour créer, donner vie à ce monde, en sachant que vraiment chaque élément a une importance cruciale en fait pour arriver au résultat. Néanmoins, avant d'arriver à ça, il a fallu concevoir ces univers. Et alors, en quoi, effectivement, dans le jeu vidéo, et particulièrement les RPG, la profondeur est particulièrement importante, c'est parce que, contrairement au cinéma ou à d'autres médias, dans lesquels, finalement, les univers... Alors, c'est évidemment bien mieux quand les univers sont fouillés, travaillés et riches, ça va de soi, mais dans un jeu vidéo, on n'a pas le choix, en fait. C'est-à-dire que si on ne travaille pas cet aspect-là, dans la mesure où le joueur, quand il va prendre le pad en main, il va commencer à explorer un petit peu les environnements dans lesquels il se trouve, il va commencer à vouloir interagir avec des choses. Si effectivement il n'a pas une profondeur d'univers, il va très vite décrocher, il va très vite... Simplement, en fait, c'est comme si on passait derrière le décor dans une pièce de théâtre, en fait, et c'est pas quelque chose qui est fonctionnel. Donc, en fait, pour donner vraiment cette impression d'immersion, il va falloir commencer à développer un univers complet, et ça représente énormément de choses différentes. Alors, effectivement, on pourrait se contenter d'imaginer de produire un visuel, par exemple, ce que va faire, par exemple, une IA, mais on a besoin, nous, de beaucoup plus d'informations pour pouvoir écrire, nourrir les personnages, écrire les différents scénarios qui vont intervenir. Et ça, pour l'instant, donc, ça fait intervenir beaucoup de gens différents et de choses différentes à mettre en œuvre. Donc, évidemment, voilà, on a besoin d'un monde qui soit riche, qui soit varié aussi, qui soit crédible. Comme le disait tout à l'heure Domenico, c'est vraiment un élément qui est très important et qui doit donner l'impression qu'il est réel et qu'il est vivant. Dans un jeu vidéo, on ne peut pas aussi se contenter, encore une fois, que ce soit quelque chose qui soit statique. Il faut que tout bouge, il faut que tout soit vivant et qu'on puisse, quand on se promène comme ça dans ces décors, on va devoir rajouter, par exemple, des animaux qui vont courir dans l'herbe. On va devoir, quand on se promène dans les villes, avoir des passants qui font des choses. On peut plus se permettre. Alors effectivement, c'était moins le cas avant. On se contentait d'avoir des personnages qui étaient là, statiques, et puis on pouvait aller leur parler ou pas. Maintenant, c'est plus du tout accepté
par les joueurs ont besoin que les choses bougent, que tout soit aussi justement crédible et réaliste que possible, et donc ça demande un travail aussi énorme de comportement, de réfléchir justement à qu'est-ce que peuvent bien faire ces gens dans la ville, quels sont les animaux qui vont courir dans l'herbe. Tout ça, c'est des choses qu'à un moment qu'il va falloir imaginer, qu'il va falloir concevoir. Et en plus, tout doit effectivement être cohérent les uns avec les autres. Si on introduit des incohérences qui sont trop importantes, on va complètement perdre le joueur qui va décrocher. Alors comment est-ce qu'on crée un monde dans le jeu vidéo? En général, d'abord, on commence par définir un genre, même si c'est un genre un peu flou, mais à un moment, il va falloir se demander si on part plus sur de la fantasy ou plus sur de la science-fiction, et aussi pour quel type de jeu on le fait. Si on développe un jeu de foot, finalement, l'univers a potentiellement moins d'importance, même s'il existe aussi des jeux de foot fantasy. Vous pouvez peut-être connaître Blood Bowl si vous en avez entendu parler. Alors c'est du foot américain, mais c'est voilà, on peut faire un jeu de sport qui va mélanger aussi qui va aller vers des univers qui sont un petit peu plus fantasmagoriques que ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision le week-end. Néanmoins, il faut commencer par se poser ces questions-là, et après, afin de faire en sorte, parce qu'encore une fois, nous on travaille pas seul, on travaille vraiment, c'est un travail d'équipe, il va falloir se donner des mots qui vont permettre de donner des directives à toute l'équipe, qui vont permettre de servir de guide, même quand on va hésiter sur une décision, quand on ne sait pas trop comment trancher entre des idées qui peuvent venir de plusieurs personnes. Les mots-clés qu'on aura définis au début vont vraiment permettre de guider toutes les décisions et d'une certaine manière d'assurer justement la cohérence. C'est dans la mesure où à chaque fois on va se référer à ces mots-clés et s'assurer qu'on s'y tient, ça va déjà créer un premier schéma de cohérence. Et puis effectivement, comme moi j'aime aussi faire des choses qui ont du sens, choisir un message, qu'est-ce qu'on veut faire porter à travers ce jeu, à travers l'histoire. Alors c'est pas toujours un seul message, il peut y en avoir plusieurs, néanmoins on peut avoir effectivement des choses à raconter, et c'est important d'avoir ça en tête, effectivement. Vient aussi le moment où justement finalement on fait le travail de l'IA en quelque sorte, mais on va réunir énormément de ressources. Sur Gridfall, par exemple, le jeu dont vous avez vu la vidéo, et puis quelques artworks jusqu'ici, on a justement réuni des sources comme celle-ci, des recherches de costumes, des recherches de peinture qui vont servir de référence aussi à la DA du jeu. On va aussi, au niveau du propos, se rapprocher, par exemple, de Princesse Mononoke. C'était une des inspirations dans la manière de traiter le propos sur l'environnement. On va rechercher aussi effectivement tout ce qui va être traitement de la lumière, etc. Tout ça, c'est des éléments qui vont être importants et qu'on va nourrir de références diverses, films, peintures. Évidemment, au niveau narratif, on va aussi se rapprocher de sources historiques, d'une part, puisque donc c'est un univers qui prend ses racines dans l'histoire, de romans parfois, aussi de scénarios de films. On va vraiment constituer une sorte de galaxie d'éléments qui vont nous nourrir et essayer de nous inspirer pour concevoir ces univers. Ça ne veut pas dire qu'on se contente de prendre tout ça et de le mixer, d'espérer qu'il va en sortir quelque chose de bien, mais on va malgré tout avoir toujours ces planches de visuels en référence en fond pour nous aider à nous guider et justement essayer de garder quelque chose de cohérent aussi qui va être porté par ces moodboards. Et ensuite, voilà, commence réellement le travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on va commencer à travailler avec les équipes de game designers, donc les gens qui conçoivent toutes les mécaniques de jeu, parce que on conçoit un monde, mais on conçoit un monde qui doit vraiment s'adapter au jeu. Je vais vous donner un exemple concret. Sur Still Rising, donc le jeu qu'on vient de sortir, qui se passe, lui, pendant la Révolution, mais c'est une version complètement uchronique de la Révolution, puisqu'on a des automates qui ont réprimé la Révolution, et on incarne soi-même une automate qui va essayer de vaincre les automates pour libérer la population de Paris. En fait, au départ, on avait une idée de gameplay. On voulait faire un jeu qui est un Souls-like, donc un type de RPG, mais particulièrement difficile, qui repose beaucoup sur l'erreur, sur le fait qu'on meurt très très souvent, et puis on doit recommencer jusqu'à ce qu'on apprenne les patterns de fonctionnement des ennemis. En fait, c'est un genre de jeu où on s'était dit très rapidement, on va incarner un ou une automate, enfin en tout cas une machine, parce que ça nous permet justement d'expliquer le fait qu'on va mourir et qu'on va revenir sans arrêt. Évidemment, si c'est un être humain, alors soit on met derrière une espèce d'explication mystique, soit finalement on se contente de dire après tout, de toute façon ce n'est pas un personnage vivant, c'est une machine qui à chaque fois est reconstruite et repart.
et recommence. Donc ça nous permettait d'expliquer cet élément-là. Donc en fait, à partir d'un élément de gameplay, on a déjà une première base de notre univers. Mais au fait, au début, justement, le directeur artistique, les game designers avaient aligné un certain nombre d'autres mots-clés. Il y avait la verticalité qui était un mot-clé. Donc effectivement, cette idée de mort et de mécanisme, ils avaient commencé à designer un univers qui était assez sympa, très beau, vraiment graphiquement c'était magnifique. Donc on incarnait effectivement déjà cet automate, ça c'était un élément qui était déjà présent, mais le reste de l'univers était complètement abstrait. On était dans une espèce de cité gigantesque, abandonnée, il n'y avait absolument aucun autre être vivant, il n'y avait que des machines. Et donc ils avaient commencé aussi à imaginer donc des machines gigantesques qui étaient des ennemis, qu'on allait combattre, etc. Ça, il n'y avait pas de souci. Cette cité très tout en hauteur, donc la verticalité était respectée. Mais moi, au niveau narratif, sans personnage qui parle, j'avoue que c'était pas évident. Alors effectivement, on a d'autres moyens de raconter des histoires, notamment en se servant de l'environnement, mais au bout d'un moment, quand même, dans la mesure où on voulait donner des quêtes aux joueurs, des choses à faire dans cet univers, on commençait un petit peu à être limité. Et puis, complètement par hasard, je suis allée visiter une exposition sur Marie-Antoinette, et je suis sortie de là en me disant ça y est, j'ai la solution. Je suis revenue au bureau et je leur ai dit écoutez, on va devoir changer l'univers, on va garder le gameplay, on va garder l'héroïne automate, mais on va transposer ça à la Révolution. Et ça va se passer pendant la Révolution française et on va jouer la garde du corps de la reine. Et ils m'ont regardé en disant mais tu mets à la poubelle 6 mois de boulot, quoi. Oui, mais c'est comme ça qu'on va faire parce que sinon on vendra pas le jeu, en fait. On n'arrivera pas. On n'arrivera jamais à pitcher un jeu qui est tellement abstrait que, il est incompréhensible, en fait, cet univers qu'on a essayé de créer. Et là, par contre, avec cette idée-là, on ramenait l'univers dans quelque chose qui était connu, quelque chose en plus qui était connu internationalement, qui est beaucoup plus facile à joindre. Où qu'on aille dans le monde, ils peuvent ne connaître rien du tout de l'histoire française, mais la Révolution française, s'ils en ont vaguement entendu parler, quoi. Marie-Antoinette, ça leur dit un truc. Les perruques, les machins, en plus, c'est assez iconique, en fait. Même visuellement, on a quelque chose qui fonctionne très bien. Et donc j'avais cette équipe en face de moi qui était un peu déçue, qui n'était pas hyper convaincue. Et je leur dis, vous voyez le tableau « La liberté guidant le peuple ». Alors je sais, c'est pas la bonne révolution, hein, mais néanmoins, c'est pour tout le monde l'image de la Révolution française. Imaginez à la place de Marianne, notre automate qui tient le drapeau. Là, ils m'ont dit, ok, on voit, on signe. Et c'était bon, ils étaient convaincus. Parce qu'en fait, il a fallu, justement, tout en gardant la même idée de verticalité, parce que Paris, et les ruelles à l'époque étaient beaucoup plus serrées, Haussmann n'était pas passé par là, et du coup, on pouvait amener la verticalité. Donc on gardait vraiment toutes les idées de gameplay, tous les mots-clés qu'on avait, c'était les mêmes, mais on arrivait avec quelque chose de différent, parce qu'il n'y avait pas seulement, effectivement, le gameplay, il n'y avait pas seulement la direction artistique, il y avait aussi le marketing. Et il y a un moment où c'est quelque chose aussi qui est bien d'avoir en tête, c'est le fait que à un moment, votre jeu, il va falloir le vendre. Enfin, c'est mieux si vous voulez pas qu'il y ait que votre grand-mère qui joue pour vous faire plaisir. Et donc, essayer d'intégrer des notions qui vont être un peu vendeuses, qui vont être séduisantes et réussir effectivement à les rendre parlantes auprès de tout le monde grâce à des images par exemple, mais ça peut être aussi simplement du pitch, c'est quelque chose de très important. Et donc on travaille en fait en collaboration. Moi j'ai besoin de leur apport, vraiment encore une fois l'idée de l'automate vient du gameplay, le fait que qu'elle soit féminine ça vient plutôt de la DA, c'est eux qui avaient envie d'avoir une petite silhouette beaucoup plus fragile que celle qu'on voit d'habitude dans les jeux de ce genre où en général on joue des gros guerriers super lourds, super carrés. Là au contraire ils avaient envie de rompre avec ça et d'avoir un personnage beaucoup plus léger, entre autres aussi pour répondre à l'idée de verticalité. Donc, vous voyez en fait avec cet exemple on voit bien comment les mots-clés nous ont guidés et en même temps comment les différentes influences en fait ont pu amener au monde final qui est celui donc de Steel Rising qui est donc jeu qu'on a sorti il y a quelques semaines. Donc quand je crée un univers, donc au-delà justement de ces mots-clés et du fait qu'on travaille beaucoup en groupe, on travaille en groupe pour définir les grandes lignes. Mais à un moment, il va falloir quand même que je me mette derrière mon PC toute seule et que je commence un petit peu à défricher, à aplanir vraiment toutes les notions qui vont servir à construire un monde. Sur Steel Rising, c'était peut-être un peu plus simple parce que c'est une uchronie, mais elle s'est quand même basée sur des éléments historiques forts. Ça se passe en juin 1789, donc finalement, j'avais qu'à
qu'à aller regarder ce qui se passait en juin 1789 et à lister la plupart des choses et à me dire bon, ça va avec les automates, ça par contre ça n'a pas pu arriver parce qu'il y avait les automates. Et donc finalement c'était un peu du oui-non sur chaque chose. Mais quand on crée un univers complètement comme ça a été le cas sur Gridfall, on est obligé de se poser ces questions-là. Et je suis passée par les mêmes questions quand j'ai créé l'univers pour Mars aussi, etc. Donc sauf que c'était pas une géographie, c'était une aréographie, mais dans l'idée c'était la même chose. Donc est-ce qu'on a, quel type de personnages on va avoir? Est-ce que c'est des personnages humains ou est-ce que c'est des crevettes pensantes? Pourquoi pas finalement? Est-ce que donc il va falloir définir vraiment la géographie, la politique, l'histoire de ce monde. Tout doit être décrit autant que possible et on va établir des cartes. Alors, celle-là est très belle, elle a été faite par une cartographe professionnelle. Celles que je fais sont beaucoup plus moches au début, mais elles sont nécessaires, effectivement, pour commencer à positionner les idées, pour pouvoir commencer justement à échanger avec l'équipe aussi sur, alors tel pays va avoir plutôt tel type de régime politique, va avoir tel type de religion, éventuellement, pas toujours, mais ça peut être le cas. En tout cas, il faut se poser la question. Ils vont avoir tel type de culture, ils vont avoir tel type d'architecture, ils vont avoir tel type de mode, ils vont avoir tel type... Enfin, tout doit être défini parce que derrière, c'est ce qui va permettre de construire réellement cet univers. Parce qu'à un moment, il va falloir construire les bâtiments, il va falloir habiller les personnages, etc., etc. Enfin, je vais aller plus vite. Une chose dont je me sers très souvent, c'est la notion de faction. C'est-à-dire qu'on crée, même au sein de ces nations, alors les nations peuvent être des factions à part entière, mais au sein de ces nations, on va créer aussi des groupes qui peuvent être, alors soit fonctionner ensemble, soit au contraire être ennemis, etc. Et c'est quelque chose qui va dynamiser énormément, qui va permettre aussi de rajouter énormément de narration, mais qui va aussi rendre les mondes crédibles. Voyez ça comme des partis politiques, voyez ça comme des guildes, voyez ça, et c'est quelque chose qui, notamment les MMO, nous on fait des jeux plutôt solo, mais dans le cadre des MMO, est quelque chose qui est vraiment toujours utilisé parce que ça permet aux joueurs de se regrouper en groupe et de retrouver finalement une notion de tribu au sein du jeu. Évidemment, amener la vie dans un jeu, ça passe aussi par le fait de créer des personnages qui sont pas tous des personnages joueurs, hein, le joueur en est un, mais il va avoir autour de lui énormément de personnages qui vont qui vont rendre l'univers vivant. Et pour y arriver, il va falloir pour eux aussi définir leur vie, en fait, essayer d'imaginer quelle peut être leur vie, quel peut être leur but, quel peut être leur rêve, etc. C'est des choses qui vont servir là aussi à créer des quêtes, des missions pour le joueur, mais pas seulement, ça va les rendre aussi crédibles. C'est quand on se pose la question, et ça c'est toute une liste de questions que je me pose en fait quand je crée un personnage, voilà, évidemment, elle n'est pas exhaustive, on peut rajouter encore plus de questions, mais rien qu'en se posant toutes ces questions-là, on arrive déjà à définir des profils de personnages qui sont suffisamment aboutis pour que quand le joueur va rencontrer ces personnages dans le jeu, il sache, et nous, ça nous aide aussi à écrire les dialogues, évidemment, derrière, ça aide aussi les acteurs à savoir comment ils vont parler, ça aide évidemment les graphistes à concevoir le visuel du personnage. Alors là, c'est Lafayette, c'est un personnage historique, c'était facile, mais dans certains autres cas, c'est pas si simple. Et donc, ça va permettre à toute l'équipe de visualiser ce personnage avant même qu'il soit inclus dans le jeu. Et pour le joueur, quand il va le rencontrer, ça va lui permettre de se dire « Ah, c'est un personnage qui n'a pas simplement un point d'exclamation au-dessus de la tête et une vague mission à me demander d'aller chercher 3 champignons dans la forêt. » Parce que ça aussi, c'est de moins en moins accepté par les joueurs. Pour aussi rendre un univers vivant, il faut créer des connexions. Alors, des connexions avec le personnage du joueur, mais aussi des connexions qui sont autour de lui. En fait, tous les personnages qu'ils vont rencontrer, ils sont pas juste posés, encore une fois, comme ça dans le monde, ils vont avoir des connexions, ils vont avoir des familles, ils vont avoir des amis, et c'est aussi des choses qu'il faut définir. Donc en fait, on commence à créer des arbres relationnels qui peuvent ressembler un petit peu à ceux qu'on peut matérialiser avec Facebook, par exemple. Vous pouvez comme ça, vous créer vraiment des arborescences. Est-ce que machin connaît truc? Est-ce que truc est son ami, ou est-ce qu'au contraire c'est son rival? Et c'est des choses qui vont être très très intéressantes à utiliser, encore une fois, pour créer de la narration, mais là aussi pour rendre l'univers crédible. C'est-à-dire que un monde, c'est un monde de liens, en fait. Et évidemment, les lieux eux-mêmes doivent être conçus finalement exactement de la même manière que des gens. On leur crée aussi une histoire, on leur crée aussi potentiellement alors évidemment une politique, etc., mais aussi finalement des buts. C'est-à-dire quel est le but de l'ensemble de la population? C'est-à-dire que là, on réfléchit plus à l'échelle d'un personnage, mais on réfléchit à l'échelle vraiment de groupes de population. Et c'est aussi quelque chose qui va permettre, là encore, de créer un tissu, en fait. Quand on crée un monde, on s'appelle pas Spiders pour rien dans notre studio, hein, c'est vraiment l'idée que, en fait, on tisse une toile. À partir de choses qui peuvent paraître être des points séparés, en réalité, tout est relié. Et en fait, le joueur, il fait que tirer sur un fil et tout se déploie. Et ça lui permet d'avoir vraiment l'impression, comme ça, d'un monde qui est très grand. Alors, je vous lance. Je ne sais pas si je vais la laisser. The king has got it. En termes de timing.
He is a proponent of a theory called animal magnetism. He's capable of anything. This automat is a masterpiece. It could do much more than dance. Angel of death, descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. You're just as they described. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Donc voilà, Still Rising, donc on vient de sortir. Contrairement à ce qui était annoncé, c'est pas en juin, mais c'est en septembre. Ce qui se passe en fait quand on réussit à faire un monde qui est assez crédible, c'est que la communauté des joueurs va complètement s'emparer de ce monde et va décider de le faire sien. Ils vont commencer à écrire des histoires dans ce monde, donc des fanfictions, et vraiment, enfin dans le cas notamment de Gridfall, donc qui est sorti en 2019, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de fanfictions. Alors elle tourne toujours autour de la même chose. Hein. C'est beaucoup de romances, d'histoires d'amour diverses et variées. Je crois qu'à peu près maintenant tous les personnages du jeu, y compris l'obscur marchand qui on va juste à un moment acheter une paire de bottes, a sa propre histoire d'amour qui a été écrite par un fan. Donc c'est assez charmant. On va avoir aussi énormément de fan art. Là j'ai mis quelques-uns des fan art qui ont été réalisés. Et ça c'est uniquement des visuels qui ont été postés cette semaine. Hein. Je précise que je suis pas allé plus loin dans mon historique. C'est vraiment chaque semaine. Les joueurs postent des visuels. Il y a de la photographie virtuelle, c'est quelque chose qui est très à la mode maintenant. C'est-à-dire que les jeux proposent des modes photo. Nous, en fait, on ne propose même pas, mais il y a un joueur qui a sorti en quelques jours un mods, c'est-à-dire un petit programme qui va s'installer par-dessus le jeu et qui permet aux joueurs d'avoir un mode photo dans le jeu qui n'était pas prévu par nous. Et ça leur permet, donc, vous voyez l'image du haut et l'image du bas, donc où on voit l'héroïne de Still Rising. En fait, ils mettent vraiment en scène des photos. Ils règlent la lumière, ils règlent les filtres et ils se appellent eux-mêmes des photographes virtuels. Donc là, on a créé un monde qui nous a complètement échappé, qui maintenant est entre les mains des joueurs. Et dedans, ils y font de la photo, ils y font de la vidéo. Ils se racontent, ils remontent des morceaux du jeu et ils racontent d'autres histoires à partir de ça. Enfin, on a vraiment quelque chose qui maintenant n'est plus du tout entre nos mains, qui est entre les mains des joueurs. Et c'est très bien. Mais quand ça marche suffisamment bien aussi, on peut en arriver à faire un 2. Donc il y a très peu de temps, on a annoncé qu'on travaillait sur Gridfall 2. Donc en fait, on repart dans le même univers et on va continuer à l'étendre, on va continuer à raconter d'autres histoires. Ce n'est pas la suite de l'histoire, en l'occurrence, c'est une histoire qui se passe dans le même univers. C'est des choses qui ont été faites par d'autres studios aussi. Hein. Si vous connaissez BioWare, c'est quelque chose qu'ils font assez régulièrement, notamment la licence Dragon Age. On ne joue pas le même personnage à chaque fois, mais ils complètent l'univers, ils rajoutent de l'histoire, ils parlent d'autres personnages et d'autres événements. Et là, je me suis rendu compte, puisque donc ça fait quelques mois que je travaille sur Gridfall 2, c'est quelque chose que j'avais un peu expérimenté avant, mais pas à ce point-là, et surtout pas à cette échelle-là, que finalement, faire un second jeu dans le même univers, c'est à la fois extrêmement excitant, on est très fiers, on est très content, parce que c'est évidemment quelque chose qui prouve qu'on a bien fait notre boulot, c'est la première fois, et puis on se dit au départ c'est plus facile finalement, on a déjà énormément de choses qui sont décidées, j'ai pas recommencé à faire tout ça. Sauf que il faut quand même étendre cet univers-là. Et il faut en plus que tout ce qu'on va ajouter, et notamment chaque personnage qu'on va ajouter, chaque histoire qu'on va ajouter, chaque faction éventuelle, etc., soit consistante avec tout ce qui a été fait avant. Et ça, c'est pas si facile que ça, parce qu'on retourne dans des archives qui datent d'il y a 3 ans. Donc il va falloir vraiment, pour nous, faire de l'archéologie, en fait, dans nos propres documents, pour s'assurer que tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on dit, est bien cohérent avec ce qui a été fait. Il faut comprendre que les joueurs sont allés tellement loin dans l'appropriation du monde, on avait créé une langue pour ce monde. Ils ont fait tout le rétro-engineering de cette langue, et en fait, ils arrivent maintenant à l'écrire comme la langue de Tolkien. C'est-à-dire que maintenant, on a des joueurs qui s'écrivent dans cette langue, qui a été conçue par un linguiste pour nous, mais qui nous a, encore une fois, là aussi complètement échappé. Et donc, il faut non seulement qu'on reste cohérent avec ce que nous, on avait créé, mais aussi avec ce que les joueurs ont créé. Et là, ça commence à devenir assez complexe, en fait. Donc, on passe aussi beaucoup de temps à regarder ce que la communauté a fait. Alors, on peut pas
évidemment considérer comme canon tout ce qu'ils ont fait, parce que évidemment en plus il y en a beaucoup qui se contredisent forcément d'un joueur à l'autre. Néanmoins, on doit essayer au maximum d'être intelligent, et pour que ces joueurs-là qui se sont appropriés le monde n'aient pas l'impression à nouveau qu'on leur enlève, il faut autant que possible qu'on les écoute. Et donc c'est une démarche différente. Néanmoins, encore une fois, hein, c'est passionnant, c'est très très intéressant, mais qui demande vraiment de jongler avec énormément de choses en plus, puisque non seulement on doit effectivement imaginer de nouvelles choses pour que les joueurs aient l'impression d'un vrai renouvellement, et en même temps il faut leur laisser suffisamment de choses connues pour qu'ils soient pas perdus, tout en plus restant fidèles à ce qu'ils ont pu connaître précédemment. Donc on est vraiment dans une démarche qui est assez complète. Voilà, moi je suis arrivée au bout de ma présentation. De toute façon, je crois que j'avais atteint le timing. J'espère que ça vous a intéressé. Et c'est vraiment un métier que j'adore. J'adore vraiment créer des mondes dans le jeu vidéo. C'est ce que j'aime. Je préfère faire dans la vie. Maintenant, c'est quelque chose qui devient de plus en plus complexe. Pas seulement parce que en fait la technologie est complexe, mais parce que les joueurs sont de plus en plus exigeants aussi eux-mêmes. Ils ont envie vraiment de quelque chose qui va devenir de plus en plus crédible, réaliste, dans lequel qui vont aussi pouvoir faire sien, enfin qui vont pouvoir s'approprier. Et du coup, il faut vraiment être conscient de ça quand on crée. Il ne faut pas créer pour soi, il faut le créer avec générosité et en étant prêt vraiment à donner. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important.